La Turbine à Graines, du coup, ça a 1 an. On est une association d'éducation populaire. On est 3 porteurs de projets installés dans la vallée de la Drôme entre Cray, Saillant et Die. Et notre objectif principal, c'est d'aborder des questions de processus démocratique, de participation, de répartition de la parole dans les collectifs. Vous vous présentez comme une association politique. Pourquoi ? On se dit aussi association d'éducation populaire politique, parce que pour nous, c'est vraiment remettre à jour cette question que le politique, c'est pas la politique de nos politiciens, mais plutôt de tous les jours, du vivre ensemble, de ce qu'on fait dans nos quartiers, dans nos villes, et comment chacun est acteur de sa propre vie, de ce qui se passe et de ce qu'il vit aussi collectivement avec ses voisins, etc. Quels outils utilisez-vous pour faire participer les citoyens ? On a soit des outils d'animation dans l'espace public, avec l'outil porteur de parole, qui est un outil où on affiche une grande question, par exemple comment avez-vous envie d'habiter votre commune, et après au-delà de ça on parle avec tous les gens et les gens se rencontrent, viennent regarder les différentes opinions, viennent réagir à ces opinions-là en rebondissant dessus, etc. L'outil porteur de parole, en effet, c'est intéressant parce qu'on va amener des questions politiques dans l'espace public. On a eu des enfants, des fois, qui répondent aux questions, jusqu'à des personnes âgées de 80 ans. Et du coup, on affiche leur prénom et leur âge sur les papiers de leurs réponses. Et du coup, chacun peut aller voir, tiens, la grand-mère qui habite à côté, elle a répondu ça, le petit, lui aussi, il s'est exprimé, etc. Enfin, du coup, ça permet aussi petit à petit de mettre en lien et de dédramatiser la question du politique aussi, et puis de mieux se l'approprier, et puis de se dire, oui, en fait, j'ai quelque chose à dire, et puis l'autre, il pense ça, etc. Et après, dans des temps plus formels où on se retrouve avec des groupes à animer, là on a tout un tas de méthodes qui alternent entre des temps individuels, des temps en petits groupes, des temps en plénière, qui viennent vraiment permettre l'échange entre tous. Les petits outils qu'on utilise souvent, en fait, simplement, c'est de chronométrer les temps de parole et de donner à chacun en fait un temps de parole égal, qui peut être court, mais qui permet aux gens déjà d'avoir un temps qui va être défini, où on ne va pas nous couper et où on sait que c'est notre temps qui nous est accordé, on peut dire ce qu'on veut. Et après seulement, on va être dans des échanges entre les gens. Ça permet au moins du coup que tout le monde soit entendu et qu'il n'y en ait pas un qui ait monopolisé plus la parole que quelqu'un d'autre. Après aussi, relaisser des temps individuels aux personnes dans une mise au travail de groupe. Si par exemple on va avoir parfois plusieurs tables de 6, je ne sais pas, ça va être aussi de donner ce temps d'abord de réflexion perso où on pose ses idées, ce qui permet déjà que chacun valorise aussi ce qu'il sait et commence à gamberger personnellement pour après être plus riche dans la relation. Parce qu'on sait que très souvent dans des groupes, il y a ces prises de pouvoir ou de domination qui jouent entre la personne qui va être plus à l'aise à l'oral, qui manipule bien les concepts, et puis une autre qui va se sentir un peu plus en difficulté. On n'a pas un seul accompagnement qui se ressemble et nous on n'est pas pareil dans un seul accompagnement. Tout est une question de l'humain là-dedans et de comment ça s'adapte en permanence. Et, du coup il y a vraiment ça. Donc la recette, c'est pas de recette. Ouais, on n'a vraiment pas la solution, on n'a pas la recette, c'est vraiment cet enjeu pour nous de co-construire et c'est ça aussi qui prend le temps. Parce qu'à chaque fois qu'on nous demande un accompagnement, avant il va falloir un temps de réunion pour préparer l'accompagnement par exemple. Et c'est vraiment comment on co-construit pour que le collectif arrive à trouver lui-même ses propres solutions et pas que nous on arrive avec des recettes toutes faites comme des consultants, des experts d'un sujet. Et du coup on arrive surtout avec de la méthode et du temps. Le côté participatif, il y en a plein qui peuvent dire je fais du participatif parce que ça rassemble du monde en fait. Mais du participatif qui rassemble du monde avec une personne qui parle tout le temps et du participatif qui fait que chacun a vraiment la place de s'exprimer et qui va aller de l'information à l'expression, à l'analyse et à la décision, c'est pas la même chose en fait. Est-ce que vous rencontrez des blocages qui sont liés à la mise en place de démarches participatives ? Dans la vallée de la Drôme, comme partout, il y a beaucoup de gens qui sont encore très frileux de se lancer dans des démarches participatives, qui peuvent faire un peu peur parce qu'on se dit on va ouvrir une boîte de Pandore et il y a tout qui va sortir, qu'est-ce qu'on va en faire, comment ça va fonctionner, ça va faire sortir tous les vieux conflits du territoire, on n'en a pas tellement envie, on préfère les laisser sous le tapis. Et dans des territoires ruraux, en tout cas comme ici, il y a aussi plein d'histoires dans les villages, etc., plein de choses qui font que y a pas mal d'enjeux collectifs qui sont forts et qui ne sont pas forcément réglés du tout, voire abordés. Il y a deux choses dont on parle beaucoup. La première, c'est
La question de l'inertie, c'est de fonctionner collectivement. C'est sûr qu'en termes de productivité et d'efficacité, quand on veut prendre l'avis de tout le monde, quand on a un groupe de 20 personnes, ça prend beaucoup plus de temps que s'il y a une personne qui écoute un peu vite fait 2-3 avis et qui donne son avis final. Nous, tout ce qu'on met en place, toutes les méthodes qu'on prend, c'est quand même des méthodes qui prennent du temps. On n'arrive pas à une décision sans avoir pris la température justement et les différentes opinions pour arriver à une décision collective. Et du coup, le temps de sonder toutes les opinions, c'est très inertique, quoi. C'est pas en 2 heures que le collectif va pouvoir à la fois s'exprimer, analyser et décider, par exemple. Pour plein de gens, c'est le souci de la productivité qui prime avant tout et qui... La plupart des collectifs se disent mais on n'a pas une journée pour parler de ce qui se passe en termes de fonctionnement interne, par exemple. Nous, l'important, c'est notre activité. Et du coup, ce qu'il faut faire entendre, c'est à quel point, en travaillant le fonctionnement interne, ça va fluidifier à plein d'autres endroits, en fait. Un de nos objectifs, c'est l'horizontalité, mais qui reste une utopie. Et il y a plein de moments où, d'un coup, on se dit « Ah ben mince, là, on n'y arrive pas. Là, il y a une personne qui est en train de reprendre du pouvoir. » Mais parce que ça, c'est dans notre société. Évidemment, il y a des rapports de pouvoir qui se réimposent comme ça dans le collectif à un moment et qui reviennent sur la table. C'est en effet un point de vigilance à toujours avoir. Quels sont les intérêts des démarches participatives ? Là, par exemple, quand on accompagne une commune sur un projet spécifique participatif, l'intention, c'est de remettre en lien les élus avec les habitants, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui se passe très peu. Et du coup, c'est comment, dans une commune, les élus reprennent aussi le rôle d'habitants et comment les habitants prennent aussi ce pouvoir d'être capables de penser aussi leur ville et comment ils agissent. En fait, pour prendre un exemple concret, autour d'un plan local d'urbanisme qui doit être révisé, une mairie prend la décision d'engager une démarche participative en amont de la révision des objectifs. C'est une démarche qui va prendre du temps, que là par exemple on réalise avec Saillant entre du mois de mars jusqu'au mois de fin juillet, on va dire, donc c'est quand même quelque chose qui est inscrit dans le temps. On n'est même pas encore dans la révision du PLU, on est en train de préparer les habitants à comprendre c'est quoi un PLU, en fait qu'est-ce qui est important chez moi, est-ce que je connais mon village, est-ce que j'ai envie de ça ou ça ou ça. Et en fait, bien vrai, c'est du temps qui est passé, c'est de la mobilisation, c'est de l'énergie, c'est aussi de l'argent, mais en même temps demain, quand enfin le PLU va commencer à être retravaillé, et ben, quelle énergie aussi gagner, parce que les gens ils ont mieux compris, ils se sont appropriés, demain ils prendront peut-être plus de pouvoir d'agir et de décision, etc. Ils vont peut-être plus s'impliquer et ça va peut-être faciliter un certain nombre de choses derrière. Donc en fait parfois, et je pense qu'il y a aujourd'hui certaines structures ou collectivités qui prennent ce parti pris, ce risque de la participation pour aussi faciliter derrière peut-être des démarches du coup collectives et des prises de décision collectives en fait. Du coup oui, c'est un risque à prendre en termes de temps, d'argent, etc. Mais et d'animation du conflit aussi. Mais derrière, ben, peut-être qu'on désamorce, peut-être qu'on amorce aussi des choses plus constructives. Est-ce que vous pensez que les démarches participatives ont de plus en plus de succès ? Je crois que ça met en appétit pas mal d'habitants, voire même de conseils municipaux ou quoi, de voir ce qui se passe ailleurs et de se dire bah, nous aussi peut-être on pourrait y aller. Et puis on a la chance dans la vallée d'avoir cette initiative de Saillant qui quand même rayonne beaucoup, donne envie aux gens de voir ça aussi vivre dans leur commune. Du coup ça interroge, ça vient faire bouger un petit peu des lignes chez les personnes déjà, chez des élus aussi qui se disent bah moi aussi en fait j'ai pas envie de faire mon rôle d'élu en prenant des décisions tout seul ou avec juste le conseil, j'ai envie peut-être de voir encore un petit peu plus loin. Du coup voilà, ça commence, ça fait doucement son chemin quoi. Ça donne confiance aux uns aux autres.